bien, je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont invité, c'est-à-dire donc des étudiants, enfin ou des anciens étudiants, une association d'étudiants. Et c'était une occasion sympathique. Il est vrai que je parle plus souvent devant des politiques, des diplomates, des militaires, français ou étrangers, ou alors mes étudiants à Sciences Po, et moins souvent ici. C'est-à-dire la première fois que je pénètre dans ce bâtiment. Je suis venu souvent rue d'Ulm, mais là c'est la première fois, donc c'est une occasion intéressante et sympathique, et je vous en remercie. Deuxièmement, je vous indique que j'ai la voix un peu éraillée, même si ça ne se voit pas encore, parce que je parle un peu trop ces temps-ci, et j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Ça m'arrive d'avoir de vraies extinctions de voix. Ça m'était d'ailleurs arrivé quand j'étais porte-parole de François Mitterrand, c'était embêtant, dans un Conseil européen fort important, parce que c'était au milieu du processus de réunification allemande, et je n'arrivais plus du tout, donc je crayonnais, il y avait quelqu'un à côté qui disait « il vous dit que », vous voyez, une sorte de traducteur. Voilà, donc j'espère que ça n'arrivera pas jusque-là. Alors, vous m'avez demandé de vous faire part de mes réflexions, essentiellement sur la question du Moyen-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que les Occidentaux, les Européens, les Français, se sont fait pas mal d'illusions sur l'état réel du monde, notamment après la fin de l'Union soviétique. Je me réfère à la fin de On parle toujours de la chute du mur, mais la chute du mur, c'est un événement très, très émouvant et important, mais qui est exagéré dans l'histoire des relations internationales. Le vrai moment important, c'est la fin de l'Union soviétique, 2 ans après. Et la chute du mur, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, c'est juste une exacerbation pour des raisons intra-allemandes. Donc la vraie date, c'est fin de l'URSS, fin 91. Et c'est à partir de 92 qu'on est dans ce fameux monde global qu'on a un peu de mal à définir. Donc, avant de parler du Moyen-Orient, je voudrais vous redire ici que les Occidentaux se sont fait des illusions. Ils ont cru que, comme le disait Fukuyama, que l'histoire était finie, faute de combattants, puisque tout le monde était d'accord sur la démocratie et le marché, la démocratie de marché, disait Bill Clinton. Chez les Américains, ça a pris une forme un peu arrogante après, et chez les Européens, une forme ingénue, naïve, bisounours un peu. Et les Européens, depuis 20 ou 30 ans, ont cru qu'ils vivaient enfin dans la communauté internationale. Il y a toujours une attirance vers ces mythes sympathiques. Quand on parlait de société des nations, après la Première Guerre, ce n'était pas une société, c'était une jungle des nations. Quand on parle des Nations Unies, c'est une façon de parler, parce qu'elles sont très peu unies, en fait. Le monde serait encore pire s'il n'y avait pas ça, mais donc je ne suis pas contre l'ONU, mais c'est juste pour ramener les espérances à leur juste proportion. Et quand l'Union soviétique s'est désintégrée, il y a vraiment eu l'idée qu'on allait entrer dans une communauté internationale qui allait se consacrer à la prévention des conflits, que les peuples allaient se rapprocher grâce aux valeurs occidentales universelles ou l'économie de marché globale, que les gentilles ONG allaient combattre les méchants gouvernements, que les méchants seraient punis par la Cour pénale, etc. Vous avez ça en tête parce que vous baignez forcément dans ce type d'ambiance depuis 20 ou 30 ans. Et ce n'est pas du tout comme ça que le monde a tourné en réalité. Mais dès le début, c'était évident que c'était sympathique, bien intentionné, terriblement naïf. Et les Européens vivent en ce moment un moment très difficile parce qu'ils ont cru vivre enfin dans la communauté internationale et ils se retrouvent dans Jurassic Park un petit peu. Donc il y a un atterrissage difficile et ça concerne un peu le Moyen-Orient parce qu'il y a souvent des projections de différentes natures, de nos sentiments, alors soit de nos projections sur le passé, et il y a une propension assez grande, disons, à la repentance et l'expiation, qui n'est pas une bonne approche pour expliquer les phénomènes historiques, et souvent il y a des projections sur l'avenir, de choses dont on voudrait qu'elles se produisent, mais on s'aperçoit qu'on n'a plus tellement de levier. Voilà, ça c'était un préambule de mise en garde par rapport à la suite. Alors, le Moyen-Orient. D'abord, je ne suis pas un spécialiste du monde arabe, ni d'Israël, ni de la Turquie, ni de l'Iran. J'ai beaucoup pratiqué ça, mais à partir de 20 années où j'étais au cœur du pouvoir dans ce pays, j'ai bougé beaucoup avant, j'ai continué à voyager beaucoup depuis, mais je suis plutôt un spécialiste des approches générales ou globales et des interactions systémiques, plutôt que de tel ou tel pays en particulier, même si j'ai été parfois, plusieurs fois, dans chacun de ces pays. Mais je ne vous parle pas comme vous faites venir un spécialiste de l'Irak ou d'Israël ou de la Turquie, c'est autre chose, vous voyez. Mais j'ai une vision, on va dire, générale. Ils ont oublié de faire un petit peu d'histoire, mais pas trop non plus.
il faut se rappeler que, sans remonter plus haut, au début de l'islam et les califats variés, il faut se rappeler qu'à partir de l'Empire ottoman, il y a donc pendant plusieurs siècles un empire ottoman qui domine toute la région du Proche et du Moyen-Orient actuel, qui est considéré au XIXe siècle comme étant un ennemi à abattre par les Occidentaux, les puissances chrétiennes, comme elles s'assument à l'époque. Ils considèrent que le simple fait que l'Empire ottoman ait une emprise en Europe est déjà un scandale épouvantable, et donc il faut libérer les zones serbes, etc. Et puis même l'Empire ottoman dans la partie Moyen-Orient. Donc il y a une longue histoire, à une époque où l'Empire ottoman a des relations bonnes ou mauvaises avec les Européens, ça dépend. Il y a eu des politiques d'entente ou de coopération, mais enfin, globalement, il y a l'idée que c'est un adversaire dont il faudra avoir la peau un jour ou l'autre. Ça, c'est la vision des Occidentaux au XIXe siècle, avec l'idée qu'il faut se servir des minorités chrétiennes dans l'Empire ottoman, comme les Grecs, par exemple, les malheureux arméniens, très utilisés par la politique russe pendant très longtemps. Donc des tas de groupes minoritaires chrétiens qui sont utilisés pour tenter de déstabiliser l'Empire ottoman, déjà bien malade. Donc l'idée qu'il va falloir, quand l'occasion se présentera, changer tout ça, ramener les Turcs à leur plus simple expression et libérer les autres peuples asservis par les Turcs, dans la vision européenne, les libérer pour donner naissance à d'autres entités, soit d'autres colonialismes, soit des entités autonomes, c'est très présent longtemps avant la guerre, en fait. Et pendant la guerre de 14-18, comme l'Empire ottoman est l'allié de l'Empire d'Autriche-Hongrie, premier lieu aussi à la destruction, notamment par Clémenceau, et de l'Allemagne, il y a toutes sortes de visions à l'avance pour le dépecer le moment venu, avec des négociations, dont Sykes-Picot n'est qu'un élément, en fait. Donc ceux qui redécouvrent la Lune là, ces temps-ci en disant Sykes-Picot c'est affreux, ils ont une vision tout à fait parcellaire, rétroactive. Il faut savoir qu'il y a une sorte d'approche générale. Donc les Russes jouent la carte du soulèvement arménien, et les Arméniens le paieront de façon atroce à travers le génocide. Et il y a les Italiens qui veulent récupérer une partie de l'Anatolie. Il y a même des négociations secrètes pour qu'après la fin de tout ça, l'Italie domine l'Anatolie centrale. En gros, ce qui est au sud d'Ankara jusqu'à la mer Méditerranée, oui, à peu près. Il y a la déclaration Balfour pour encourager les Juifs d'Europe, puis on est très 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 longtemps avant Hitler, encourager les Juifs d'Europe à aller en Palestine, donc le futur Israël. Il y a les politiques consistant à soulever les tribus arabes, c'est ce qu'on fait à travers Laurence d'Arabie. Ça, c'est la politique britannique, consistant à dire aux différents groupes arabes, tribus, royautés, tout ça, il faut vous soulever contre les Ottomans, et après vous pourrez devenir indépendant peut-être, ou en tout cas autonome, enfin on verra, en tout cas, commencez par vous soulever. Bon. Donc il y a une approche d'ensemble, dont les accords Sykes-Picot, mais c'est pas comme s'il y avait un accord horrible entre les Anglais et les Britanniques, dans un ensemble qui détonnerait dans le contexte. Il y a une approche générale. Alors Sykes-Picot, c'est simplement l'idée que, après la guerre, si les Alliés gagnent, eh bien, l'Empire ottoman ne peut pas continuer sous cette forme. Il restera une Turquie, plus ou moins grosse. Et à l'époque, on ne sait pas qu'Atatürk va se mettre en travers de ce processus. Et donc, il y a une sorte de discussion, de répartition pour la suite. Ce qui n'a pas eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que dans les âneries qu'on répète sans fin, comme Yalta, par exemple, il n'y a pas eu de partage à Yalta. Il n'y a pas eu de partage du monde, pas du tout. Il y a eu un accord entre Roosevelt, Churchill et Staline sur l'Allemagne. Est-ce qu'il faut la garder unie ou divisée? Et puis est-ce qu'il y a des zones dans le reste? Pas du tout. Par exemple, l'Europe de l'Est, il n'a jamais été décidé à Yalta de l'abandonner à Staline. Au contraire, Staline avait fait des promesses mensongères, disant à Roosevelt qu'il ferait des élections libres partout. Partout, l'armée rouge aurait réussi à libérer ces pays du joug des nazis. Évidemment, il ne l'a pas fait. Mais il y a tout un mythe, notamment en France, sur le partage du monde à Yalta. On l'emploie tout le temps. Toutes les semaines, on dit il faut qu'il y ait un Yalta dans la machine-outil, il faut des sottises comme ça. Alors que là, dans la Première Guerre mondiale dont je vous parle, il y a des vraies négociations de partage ultérieur. Alors entre Sykes et Picot, dont Sykes, le britannique, Picot, le français, il y a des négociations pour voir comment pourraient se répartir les influences françaises et britanniques, étant donné que les Russes, puis il y a la révolution en route, mais ils ne demandent pas de choses de spéciales là. Les Américains prétendent être anticolonialistes et d'être intervenus dans la guerre très tardivement, parce que Wilson a essayé de rester neutre
le plus longtemps possible, en fait, dans la guerre, mais simplement pour imposer un nouvel ordre mondial fondé sur la sécurité collective, toutes les idées de Wilson. Donc les Français et les Britanniques, ça ne choque personne quand ça a été découvert après, qu'il y ait une esquisse de partage qui donne en gros, donc, pour le mandat français, c'est un mandat, c'est un protectorat. Ce n'est pas une colonisation à l'ancienne, c'est un mandat qui est censé durer un certain temps, disons, de transition. Donc ça donne du côté français la Syrie, le Liban. Clémenceau hésite sur le Liban, d'ailleurs, en disant il y a un lien ancien avec les chrétiens du Liban. Il hésite en disant est-ce que la France doit protéger spécialement les chrétiens du Liban? Oui, même Clémenceau raisonne comme ça. Donc les maronites, ou est-ce qu'il faut élargir avec le crayon rouge un Liban un peu plus grand, avec des sunnites, des druzes, des chiites, etc. Et à ce moment-là, on n'est pas les protecteurs des maronites, mais les garants de l'équilibre. Donc finalement, on prend cette deuxième option concernant le Liban. Et du côté britannique, ils ont le mandat sur le futur Irak. Il y a une réflexion d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'Irak, quelles sont les régions qu'il faut mettre, où est-ce qu'on met Mossoul, tout ça. Et puis la Palestine. La Palestine, donc futur Israël-Palestine. Donc voilà le partage. Mais il y avait aussi dans le partage une zone dite d'influence française, du côté qui était la zone que l'Italie voulait dominer, en Anatolie. Après, l'Italie étant hors jeu, ça tombe dans l'escarcelle de la France, puis après ça tombe à l'eau, puisque Atatürk surgit, bloque le processus, empêche l'État kurde, parce que dans les promesses, à un moment donné, il y avait l'idée d'un État kurde, mais les Kurdes, ils sont 25 millions, donc c'est énorme. Donc c'est quasiment un gros quart de la Turquie, au moins. C'est une petite partie de la Syrie, mais enfin quand même, une partie assez importante de l'Irak au nord, et un petit peu en Iran. Alors, il y a l'idée mise en avant, et puis à un moment donné, personne n'a les moyens d'imposer un Kurdistan, de se relancer dans une guerre générale contre les pays concernés qui seraient démantelés. Ça. Bon, donc, tout ça pour dire qu'il faut remettre Sykes-Picot, les accords, dont vous risquez d'entendre parler ces temps-ci, dans un contexte. Donc après, il y a l'histoire du Moyen-Orient, entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires Syrie, Liban, Irak, Palestine. Enfin, il faut savoir que, par exemple, au début de l'Irak, dans les années 20, les Kurdes se rebellent parce qu'ils ne veulent pas être minorité kurde dans cette espèce d'Irak bizarre qu'on confie à une dynastie arabe. On ne sait pas pourquoi. Bon, ils se rebellent et ils sont napalmés par les Britanniques, quand même, à l'époque. Parce qu'il faut quand même, on ne peut pas se relancer dans une nouvelle guerre, il faut que les décisions prises soient appliquées. Après, on arrive à la guerre, bien sûr. La guerre change la donne dans la mesure Hitler, la Shoah, etc. Donc, la légitimation et l'amplification du mouvement de peuplement juif en Palestine. La Grande-Bretagne est confrontée à ce problème. Ils ont fait des promesses absolument contradictoires en disant aux Juifs, venez, en disant aux Arabes, vous inquiétez pas, ça ne changera rien, et on sera absolument garant, et il y aura pas vous ne serez pas dépossédés. Évidemment, ça ne tient pas. Et tout ça aboutit à la création d'Israël, au plan de partage des Nations Unies, qui est rejeté par les pays arabes, qui entrent en guerre, qui sont battus, et on entre dans le long processus qui nous mène à aujourd'hui à travers des tas de péripéties. Bon. Alors évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des heures du passé, mais je ne pense pas du tout qu'il faille parler en termes de faute. Puis d'ailleurs, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible. Donc même si c'est des erreurs horribles commises par d'autres, on n'y est pour rien. Vous voyez, c'est comme dans l'histoire de la colonisation. Pourquoi on a colonisé? Il y a 36 explications. Pourquoi certains pays ont été colonisables et pas d'autres? Il y a plein d'explications. Mais il faut le traiter de façon historique, objective, un peu distanciée, sinon on ne comprend pas. Donc je ne parle pas du tout comme s'il s'agissait de prendre parti dans l'affaire. Il s'agit de comprendre les enchaînements. Franchissons les décennies et on arrive à l'époque contemporaine. Dites-vous bien d'abord que pour le Moyen-Orient, les dates très importantes pour l'Occident, du genre fin de l'Union soviétique ou surexcitation sur la chute du mur, ce n'est pas des dates très importantes. Quand on parle de la guérison du Moyen-Orient, les dates, c'est Nasser, et puis quand Nasser est mort, ou bien tel régime, et quand il a été renversé, l'époque où l'Union soviétique avait une influence et l'époque à partir de laquelle elle n'en a plus, les guerres israélo-arabes, les conséquences, c'est ça les moments importants en fait. Donc, c'est pas d'ailleurs, c'est comme ça que tous les peuples dans le monde. Les peuples dans le monde ont des repères différents, ils n'ont pas la même vision historique, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes ambitions, etc. C'est aussi pour ça que dans mon dernier essai sur le monde au défi, j'explique qu'il n'y a pas encore de communauté internationale des peuples, en tout cas.
Il y a des professionnels de ça aux Nations Unies et ailleurs, mais il n'y a pas de communauté des mentalités, pas encore. Donc on a affaire à un Moyen-Orient qui, en dépit du siècle, de la Deuxième Guerre mondiale, de la création d'Israël, d'événements très variés, de la révolution islamique en Iran en 1979, des péripéties pétrolières, en gros, le système de 1920 a tenu. Il a tenu pendant un siècle. Bon, c'est un élément de stabilité. Ce n'est pas le cas de tous les arrangements, bons ou mauvais. Mais il est en train de se désagréger. Il se désagrège sous nos yeux, sous vos yeux, tout ce système-là. Alors, pourquoi? Il y a 36 raisons. Il y a d'une part l'aspiration des peuples arabes, notamment de la jeunesse, à des changements de régime, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ce qui était un peu exagéré parce que ça n'a concerné que 4-5 pays et que ça tournait à la guerre civile à peu près partout. Bon. Et alors, il y a au moins 15 pays arabes où il ne s'est rien passé en réalité. Donc, enfin, c'est un élément. Pour la Syrie, c'est un élément parce que c'est le début du processus de printemps à l'imitation de ce qui s'était passé en Tunisie et en Égypte qui a déclenché les événements, la volonté du régime d'être hyper répressif tout de suite parce qu'il était convaincu que sinon il serait rapidement renversé, puis l'affaire de la guerre de Syrie. Donc dans la désagrégation, il y a ça, l'aspiration à des changements, une guerre civile, c'est le cas au Yémen aussi, ça a été un petit peu le cas au début au Bahreïn, c'était le cas d'une certaine façon en Égypte, avec des changements de régime rapides après le lâchage de Moubarak par les États-Unis, ce que les autres Arabes n'ont jamais pardonné à Obama, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc il y a des éléments. L'autre élément majeur de désagrégation, c'est l'intervention américaine en Irak en 2003. Toutes les interventions ne sont pas condamnables. D'ailleurs, dans la Charte des Nations Unies, vous avez un chapitre 7 qui prévoit que si les membres permanents du Conseil de sécurité sont d'accord, donc pas de veto, il peut y avoir une intervention. Donc, parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui protestent contre toutes les interventions, quelles qu'elles soient. Mais ça existe. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Par exemple, la première guerre, quand l'armée irakienne avait envahi le Koweït, l'intervention d'une vingtaine de pays, dont une bonne dizaine de pays arabes d'ailleurs, contre l'Irak au Koweït était décidée par le Conseil de sécurité. C'est quasiment dans les 30 dernières années l'intervention qui a été la plus légale, la plus légitime, conforme au mandat, non critiquable, etc. Par contre, il y en a qui sont exactement l'inverse. L'intervention américaine en 2003 en Irak a été menée toute seule par les États-Unis, qui s'étaient auto-intoxiqués en se racontant qu'il y avait un lien entre le 11 septembre et l'Irak. Évidemment, il n'y en avait aucun. Mais j'ai bien connu Colin Powell, je sais qu'il croyait ce qu'il a dit. Il a fait un discours aux Nations Unies en montrant des fioles de produits chimiques, tout ça. Bon, donc ils interviennent. La France a essayé de les en dissuader. Villepin a fait un très beau discours, mais qui n'a rien empêché. Ils y ont été. C'est une erreur absolument géante, à tout point de vue. D'abord, ça pèse toujours sur les débats internes aux États-Unis. En plus, Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. On a compris longtemps après qu'il faisait semblant d'en avoir encore, pour faire peur aux Iraniens, parce qu'il avait peur de ce qu'auraient fait les Iraniens s'ils avaient compris que réellement il n'avait plus rien. Et donc, il y a une sorte d'auto-intoxication au 3e degré. Bon, c'est très compliqué. Les Américains ont commis plusieurs fautes. L'intervention. Après, ils ont raisonné de façon absolument simpliste, en considérant qu'il fallait renverser tous les éléments du régime, éliminer le parti basse et l'armée, et qu'après on allait trouver la démocratie. Ils sont désarmants. J'ai connu tous les dirigeants américains depuis 30 ans. Il y en a beaucoup qui, sincèrement, pensent que si vous renversez un despote, vous avez la démocratie à l'état naturel. C'est absurde. La démocratie, c'est une construction très longue. Même nous qui adorons donner des leçons à la Terre entière, là-dessus, on a mis beaucoup de temps. Par exemple, entre les premières élections en France en 1795 et le vote des femmes, pour prendre un exemple parmi d'autres sujets, 150 ans. Et les femmes ont eu le droit de vote en Turquie avant la France, par exemple. Ça empêche qu'on donne sans arrêt des leçons de démocratie, droits de l'homme, etc. Bon, c'est pour dire que c'est des longs processus. Alors que dans la pensée américaine, c'est normal. Donc on renverse le despote, on a la démocratie. D'ailleurs, ils avaient donné à leurs soldats en Irak des manuels racontant ce qui s'était passé en Allemagne en 1945 ou au Japon. C'est complètement absurde. L'Allemagne avait une vie, disons, républicaine, assez démocratique avant tout ça. Même au Japon, il y avait une diète, il y avait un parlement, des tas de trucs. Bon, donc ils interviennent, ils éliminent le parti basse, c'est-à-dire tout. Parce qu'en Irak, pour avoir un métier, être receveur de poste, il fallait être au parti basse.
a fortiori dans l'armée. Donc ils éliminent tout. Du coup, les sunnites se rejetaient dans le néant politique, ils n'ont plus de place dans la politique irakienne, et c'est une des raisons pour lesquelles, des années après, parce que les Américains ont laissé se mettre en place un gouvernement chiite, certes majoritaire en Irak, mais totalement sectaire. Donc les sunnites, finalement, ils ont abouti à une alliance extravagante, contre nature, monstrueuse, avec les débris de Daesh, les débris, d'Al-Qaïda, c'est au Daesh, en Irak. Donc vous voyez, l'erreur américaine après, mais j'ai presque pire que l'intervention. S'ils étaient intervenus, de façon illégale, on les aurait condamnés, très bien, ils s'en fichent. Mais s'ils avaient trouvé un moyen génial pour faire cohabiter les chiites, les sunnites et les kurdes, on aurait dit, bon, c'est pas bien, mais reconnaissons que ça marche pas mal, votre système. Puisque là, ils ont accumulé des erreurs terribles après. Quant à Obama, moi je suis plutôt pro-Obama, mais c'est vrai qu'il est parti après pour être fidèle au mandat qu'il a reçu des électeurs, parce qu'il avait été élu pour extirper l'Amérique des guerres abusives de George W. Bush. Il est parti un peu vite en laissant un gouvernement chiite, comme je l'ai dit, sectaire, qui a aggravé les choses. C'est un élément de déstabilisation énorme, parce que sans ça, il y aurait eu toujours Al-Qaïda, quand même assez marginalisé depuis la mort de Ben Laden, mais il n'y aurait pas eu le phénomène Daesh, je ne pense pas. Il y aurait eu le phénomène syrien, mais le phénomène Daesh n'aurait pas réussi à se greffer sur la désagrégation de l'Irak. Or, ça a commencé en Irak. Évidemment, on dit après, surtout à Paris, où il y a eu une politique très très véhémente pour le départ d'Assad, qui a échoué, puisqu'il n'est pas parti. On a beaucoup dit, mais Assad est un monstre, c'est lui qui a créé Daesh. C'est pas vrai. Ça s'est passé en Irak. Et à un moment donné, Assad en a profité et a vidé ses prisons, a laissé sortir dans la nature des tas d'islamistes ou des tas de criminels classiques qui ont rejoint Daesh dans un second temps. Enfin, tout ça s'accumule, tout ça s'aggrave. Il y a des associations entre les différentes causes, et vous avez donc la décomposition actuelle. Qu'est-ce que je peux dire? Attendez une seconde. L'autre élément qui me frappe, c'est que dans ce Moyen-Orient actuel, aucune puissance régionale n'est en mesure d'imposer son plan. Ils sont plus ou moins forts. L'Iran, par exemple, est plutôt plus fort depuis que l'accord avec les États-Unis a été signé grâce à l'obstination d'Obama et de Rouhani, en dépit de résistances géantes en Iran, les Pasdaran, qui sont condamnés à terme par la normalisation de l'Iran et le retour de l'Iran dans le jeu international. Aux États-Unis, où les républicains mènent une guérilla acharnée contre Obama. En Israël, où Netanyahou a été invité au Congrès pour s'engager, puis il a un soutien au Congrès gigantesque, il vit dans l'idée qu'il peut bloquer la politique américaine. Il a réussi à la bloquer sur l'affaire palestinienne, mais pas sur l'Iran, en fait. Et les Saoudiens en sous-main, qui se retrouvent paradoxalement des alliés d'Israël dans la phase actuelle, pour essayer de résister au retour de l'Iran, qui ne pourront pas empêcher. Les Saoudiens et tous les autres sunnites qui nous disaient les dangers de la bombe iranienne depuis 15 ans, en réalité, ils savaient très bien que si les Iraniens avaient une bombe, ils ne l'auraient jamais envoyée sur personne. Ils n'avaient pas envie de se suicider. Mais ce dont ils avaient peur, c'est le retour de l'Iran. Et le retour de l'Iran a lieu quand même d'une façon ou d'une autre. Mais même l'Iran, relativement renforcé, comme je viens de le rappeler, n'a pas les moyens d'imposer sa solution à tout le Moyen-Orient. Même s'il y a des chiites dans une partie de l'Arabie, même s'il y en a à Bahreïn, même s'il y en a évidemment, mais minoritaires, en Syrie, même s'il y en a en Irak, beaucoup, bon, ils ne peuvent pas imposer leur schéma complètement. La Turquie qui a gardé la nostalgie un peu de l'Empire ottoman. D'ailleurs, au début des printemps arabes, Erdogan, en turc on dit Erdoğan, mais bon, c'est plus simple pour nous de dire Erdogan, il a fait le tour des pays arabes en disant, en gros, on va refaire un peu nos liens d'autrefois. Il avait été en Égypte, au moment où c'était les frères musulmans, et qui lui ont dit, en gros, bah, tu rentres chez toi parce qu'on n'a aucune envie que les Turcs nous redominent. Bon, donc il y a un malentendu dans la mégalomanie d'Erdogan. Et là, on voit bien que, à la fois, il veut absolument renforcer son pouvoir en Turquie, mais que son influence externe, en dehors d'avoir un jeu très trouble dans l'affaire syrienne, n'est pas énorme. Donc il ne peut pas y avoir un règlement du Moyen-Orient d'inspiration turque. Après, vous avez l'Arabie. L'Arabie est richissime. Malheureusement, ça lui a permis de financer
l'enseignement du wahhabisme dans l'ensemble du monde musulman, c'est bourré d'interprétations ou d'écoles de l'islam qui n'avaient rien à voir avec le wahhabisme, encore moins avec le salafisme, encore moins avec le djihadisme. Enfin bon, il y a 20 ou 30 ans comme ça d'idéologie de ce genre, parce qu'ils avaient les moyens de payer les médersas, de payer les mosquées, de payer les cassettes, de payer les professeurs, etc. Malgré ça, l'Arabie est quand même... D'abord, il y a une prise de conscience des dangers de ce qu'a fait l'Arabie dans sa diplomatie religieuse depuis 30 ans. Et elle a créé une sorte de Frankenstein. Enfin, elle est dans la position de Frankenstein, qui a créé un monstre par rapport à ça, puisque Daesh maintenant se retourne contre l'Arabie. Même, il y a un danger. Donc, elle est quand même un peu sur la défensive. Elle se sent environnée de chiites, et tout le monde se sent environné par les autres. C'est le problème des paranoïaques, et tout le monde est un peu paranoïaque là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans fondement. Il y a une très remarquable remarque de Woody Allen à ce sujet. Même les paranoïaques ont des ennemis. Et donc ça peut s'appliquer à la région. Et ils sont d'autre part fragilisés par le prix du pétrole, qui s'est effondré, même si ça remonte maintenant. Donc l'Arabie, elle peut rassembler des coalitions sunnites, avoir une alliance masquée mais réelle avec Israël contre l'Iran. Elle n'est pas en mesure d'imposer son règlement, de reconfigurer la Syrie de demain ou l'Irak de demain. Si vous prenez l'Égypte, le plus grand pays de la région, le plus grand pays arabe, l'Égypte a quand même été très très perturbée par le lâchage de Moubarak, la chute du régime, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, et puis le fait que les frères musulmans aient été rejetés après on peut discuter putsch ou semi-putsch. Techniquement, c'est un putsch parce que c'est le chef de l'armée qui a dit aux frères musulmans qu'ils devaient partir. Mais moi, j'ai bien connu toute la classe politique égyptienne depuis 30 ans. Tous les Égyptiens modernistes que je connais, sauf El Baradei, une exception, étaient pour que les frères musulmans soient renvoyés. Donc il y avait une espèce de révolte de la société pour 36 raisons contre ça. Et c'est vrai que les frères musulmans représentaient, même électoralement, pas du tout la majorité, une grosse minorité. Mais on peut avoir des jugements différents sur le sujet. Le résultat pratique pour cette analyse, c'est que l'Égypte n'est pas dans une position de force énorme. Économiquement, ils vont très mal. Le tourisme s'est effondré, ils en vivaient beaucoup. Ils sont largement entretenus par l'Arabie, qui n'est pas non plus au mieux de sa forme. L'Arabie, on est à imaginer des impôts, vous vous rendez compte. L'Arabie, c'est impensable. Bon. Donc, vous avez plusieurs puissances. Quant à Israël, alors, moi, je suis de l'avis du camp de la paix israélien. Je pense qu'Israël a tort totalement dans l'affaire palestinienne. Mais dans les affaires dont je parle, honnêtement, il n'y a rien à reprocher à Israël. Les Israéliens cherchent plutôt à se protéger des tourmentes autour, en fait. Donc, ils ne sont pas du tout un facteur d'aggravation. Et puis, ils n'ont pas du tout la prétention de vouloir imposer une solution israélienne au Moyen-Orient. Donc, vous avez Turquie, Iran, Égypte, Arabie. Donc, chacun est assez fort pour bloquer la stratégie de l'autre, mais personne n'est assez fort pour imposer sa stratégie. Donc ils ne peuvent pas nous refaire un Sykes-Picot mieux fait, qui tiendrait compte des aspirations des peuples avec des frontières plus adaptées, etc. Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'il y a des puissances extérieures? Même pas. Même pas. C'est ça le paradoxe dans ce monde sans maître, où les États-Unis, que j'ai appelés hyperpuissance dans la décennie 90, restent la puissance numéro 1, mais ils n'ont pas le pouvoir d'imposer leurs solutions. Sinon, il y a plein de choses dans le monde qui seraient tout à fait différentes de ce qu'elles sont. Et même si Obama arrivait à travailler avec Poutine, ce qui n'a à peu près pas été le cas, et que Poutine y trouve son intérêt, même ensemble, ils n'arriveraient pas à imposer une solution. Parce qu'ils n'arriveraient pas à contrôler tous les éléments que j'ai décrits. Les puissances régionales seraient récalcitrantes. Obama n'a même pas réussi à imposer à Netanyahou l'arrêt de la colonisation, ni un État palestinien qui aurait été petit, démilitarisé, surveillé, tout ça. Bon, comment voulez-vous qu'il impose quoi que ce soit à qui que ce soit là-dedans? Et Poutine aussi. Poutine a bien joué mieux que les Occidentaux en Syrie, de son point de vue. C'est lui qui a les cartes en main à propos de la Syrie. Il a empêché la chute du régime. Il peut inspirer peut-être une solution politique, peut-être, en Syrie. Mais au-delà, il n'a aucune influence, en fait. Et même si on ajoutait le chinois, je ne vois pas donc de meilleurs accords, une meilleure organisation du Moyen-Orient qui puisse être imposée de l'extérieur. Et comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de communauté internationale, pas en vrai, que l'ONU, le G20 et compagnie, c'est des enceintes. C'est comment s'appelle la salle ici? Bon, ben c'est voilà, c'est
C'est comme si on disait la salle X va prendre telle ou telle décision. Mais si vous n'êtes pas d'accord entre vous, il n'y a pas de décision. Donc l'ONU, c'est pareil, c'est une salle en fait. C'est une salle, donc il n'y a pas de pouvoir au-dessus. Il n'y a pas de gouvernement mondial, heureusement d'ailleurs, parce que s'il était mauvais, on ne saurait pas où aller. Bon. Donc on est obligé d'analyser ces engrenages, ces enchaînements, comme devant sans doute se perpétuer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les Iraniens et les chiites en général, les Saoudiens et les sunnites, finissent par lassitude, par fatigue, par vouloir arrêter de se battre par Yéménites interposés, par Syriens interposés, etc., etc., se mettre vraiment d'accord pour tordre le coup à ce qui restera de Daesh ou d'Al-Qaïda, et puis conclure une sorte d'accord de coexistence. Ce qu'ils devront faire un jour. Obama les encourage à faire ça, mais il ne le verra pas, enfin pas en tant que président en tout cas. Donc l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe, après la fin des guerres de religion, qui ont duré plusieurs décennies, où finalement il y a eu un arrangement pour que les protestants et les catholiques arrêtent de s'étriper. Et ce qui s'est passé pendant les guerres de religion, y compris à Paris, Saint-Barthélemy, ça vaut bien les horreurs de Daesh, sur le plan de l'atrocité, de la souffrance, sadisme, etc. Bon, on se dit c'était il y a longtemps, mais c'est une erreur de penser que tous les peuples vivent la même histoire au même moment, ce n'est pas les mêmes choses. Donc on est obligé de se dire, s'il n'y a pas d'intervention extérieure déterminante, peut-être un processus d'épuisement qui pourrait conduire à ça. Entre-temps, bien sûr, il peut y avoir des moments où telle puissance prend l'initiative. Quand il y a eu l'accord Obama-Rouhani sur le nucléaire iranien, victoire chez les chiites. Mais ça ne veut pas dire que ce soit réglé pour autant. Il y aurait peut-être des moments où la Turquie donnera l'impression de redevenir maîtresse du jeu pendant 3 mois, ou les autres. Mais fondamentalement, ça ne sera pas le cas. Donc voilà le tableau que je suis obligé de faire. Et je ne vois pas d'autres interférences extérieures qui puissent modifier cette donne. Ce qui fait que les malheureux peuples piégés par tout ça, ils essaient de s'en sortir, quoi. Au jour le jour. Ils espèrent que ça va aller mieux. Ils ont plus ou moins d'espoir selon les pays. Aujourd'hui, la jeunesse iranienne a beaucoup d'espoir, par exemple. La jeunesse est totalement derrière le président Rouhani. Elle espère que ça va marcher. Et que les opposants à Téhéran et à Washington seront battus, etc. Bon, voilà. Les autres, c'est pas évident. Les malheureux Syriens, ils voudraient simplement arrêter de prendre des bombes sur la tête. Alors après, est-ce qu'on peut reconstituer, à supposer qu'il y ait, ce que je viens de vous dire, qui n'existait pas, mais à supposer qu'il y ait les grandes conférences à l'ancienne, où le monde était réorganisé en vrai. On peut remonter au Congrès de Vienne, en 1815, qui avait pas mal organisé l'Europe d'ailleurs. Il n'y a quasiment eu aucune guerre pendant un siècle, sauf la guerre de Crimée et une ou deux guerres de réunification allemande au moment de Bismarck, mais pas de guerre générale. Ou alors le traité de Versailles, qui n'a pas été très concluant par la suite. Enfin, les grandes conférences d'organisation, vous voyez, le Congrès de Berlin, qui avait réparti les colonies en 1885, je crois. Bon, à supposer qu'il y ait une organisation comme ça, la question qui se poserait tout de suite, c'est bon, allez, on liquide Daesh, on s'organise, on y va. Bon, militairement, ils ne peuvent pas tenir durablement. Ils sont très dangereux parce qu'ils sont fondus dans la population. Donc, pour courir après les gars de Daesh dans la population de Mossoul, c'est très compliqué. Mais enfin, ils ne peuvent pas tenir dans la durée. OK, on liquide Daesh et qu'est-ce qu'on fait après? C'est toujours la question des guerres. Les guerres, malheureusement, dans certains cas, c'est inévitable. On ne peut pas raisonner dans un monde abstrait dans lequel jamais la guerre, tout ça. Bon. Dans certains cas, malheureusement, après avoir tout étudié, tout essayé, par ailleurs, il faut s'y résoudre. Mais une guerre n'a aucun sens si elle n'a pas un but, un objet. D'ailleurs, les chefs militaires américains, français, anglais et autres, et même russes, ils disent ça tout le temps. Ils disent quel est le but? Parce que ça oriente les actions. Et le but, normalement, c'est de repermettre à ces populations de vivre en paix, en sécurité, en cohabitant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut refaire l'Irak? Est-ce qu'il faut refaire l'Irak à de l'ancienne? À ce moment-là, on a les chiites majoritaires, il faut obtenir d'eux, ce qu'on ne peut pas obtenir sans un accord avec l'Iran, que les sunnites soient respectés, qu'ils soient minoritaires, mais avec des droits démocratiques, etc., dans un Irak nouveau. Qu'est-ce qu'il y a un levier assez puissant sur les chiites d'Irak pour faire ça? C'est pas évident, vous voyez. La question kurde.
est-ce qu'on accepte d'avancer un peu vers un Kurdistan au moins autonome? Kurdistan d'Irak, qui est bien géré. En plus, les combattants irakiens, kurdes, sont formidables. C'est les plus courageux dans toute la zone. Hein. Ils ont bloqué Daesh, tout ça. Donc, est-ce qu'il faut accepter qu'il y a un lien? Je ne veux pas dire les Kurdes d'Iran, ni les Kurdes de Turquie, parce que ça fait exploser la Turquie. C'est la guerre pendant 20 ans avec la Turquie. Mais au moins entre les Kurdes d'Irak et de Syrie. A priori, ça paraît une demande modeste, raisonnable. Mais les Turcs sont obsédés contre ça. Donc les opérations turques visent à empêcher ce lien. Ils interviennent sans arrêt sur la jonction entre les deux. Vous voyez ? Donc c'est des questions qui se poseraient dans la conférence sur l'avenir de l'Irak. La conférence sur l'avenir de la... La conférence sur l'avenir de la Syrie, même chose. Est-ce qu'il faut maintenir la Syrie, qui a une certaine existence historique malgré tout? Donc est-ce qu'il faut maintenir la Syrie, mais reconstruire la Syrie? Ça veut dire une Syrie dans laquelle les sunnites accepteraient de rentrer dans le jeu sans se venger des Alaouites, qui représentent 12, 15, 16%. Alaouites, donc famille Assad, mais pas tous les Alaouites ne sont pas la famille Assad. Comment empêcher un massacre en revanche des Alaouites après? Et est-ce que ça redonne confiance aux Druzes, aux Kurdes, aux Grecs orthodoxes, tout ça? C'est très compliqué. Alors est-ce qu'on peut trouver dans des précédents historiques du genre le Liban à l'origine, conçu par les Français, il y a un jeu d'équilibre qui a marché assez longtemps quand même. Hein. Le Liban, est-ce qu'on peut trouver dans la Yougoslavie de Tito, qui avait monté un système absolument extraordinaire pour faire cohabiter les différentes minorités qui avaient beaucoup peur les unes des autres, minorité, majorité. Bon, est-ce qu'il y a d'autres références qu'on puisse utiliser de la Suisse, le modèle de la Confédération suisse? Vous voyez, c'est des questions qui se poseraient dans une conférence qui n'a pas lieu, pas encore, mais j'anticipe, parce que la conférence sur la Syrie, pour le moment, ça se consiste à discuter avec les Russes, parce que c'est eux qui ont les cartes en main, puisque les Occidentaux sont totalement plantés dans l'affaire. Ils ont les cartes en main et on ne sait pas très bien ce que les Russes veulent en faire. Ils ont empêché la chute du régime de Bachar el-Assad. Ils disent de temps en temps qu'ils ne sont pas mariés avec lui, que leurs intérêts vitaux, ils ont des intérêts vitaux, mais ce n'est pas forcément ça, et ça ne va pas au-delà. Et quand les Occidentaux disent depuis 2 ou 3 ans, mais lâchez ce régime monstrueux, ils disent oui, mais qui est à la place? Et alors les Occidentaux cherchent, ils trouvent des noms, mais personne n'est d'accord après. Donc les Russes ricanent en disant ça fait 3 ans qu'on vous demande de trouver un nom de remplacement et il n'y a pas d'accord chez vous. Ils abusent un peu, ils en profitent un peu. Et c'est pour vous dire que si on entrait dans la phase suivante, ayant vaincu Daesh, dans la région en tout cas, parce que Daesh est dans d'autres endroits, organiser l'avenir, c'est ça. Ou alors il faut dire on n'y arrive pas, c'est trop compliqué, c'est ingérable, donc il faut accepter de redonner l'autonomie à tous les groupes, en fait, puisqu'on critique rétroactivement Sykes-Picot d'avoir créé des divisions artificielles, quelles sont les divisions non artificielles? Qu'est-ce que ça donne? Bon, en Irak, c'est à peu près clair dans la répartition géographique entre chiites, sunnites et kurdes. C'est pas clair pour Bagdad. Donc il faut 3 statuts plus Bagdad. En Syrie, c'est inextricable, sauf la zone alaouite. C'est inapplicable à Damas. C'est très compliqué, vous voyez. Très compliqué, aussi compliqué que dans l'affaire de la Yougoslavie. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, vous allez me le dire. Oui. Combien? Ah ben c'est ce qu'on avait dit, 45 minutes, donc c'est bien. Voilà le tour d'horizon. Je parle en réaliste, vous voyez. Je parle du monde tel qu'il est, en économisant les effets de manche.